Monsieur Ben Saada, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, le contexte qui entoure le sujet de notre conversation, c'est la tribune publiée par Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, et où il reprend un peu à son compte les propos déjà tenus par le président Macron il y a quelques mois et qui ont suscité un émoi énorme en Algérie. Et c'est la question du pouvoir militaro-affairiste qui use du fonds de commerce de la mémoire. Alors, moi, ma première question, Monsieur Ben Saada, qu'est-ce que vous inspire la tribune signée par Xavier Deriancourt dans Le Figaro? Et alors que la France traverse une des plus graves crises politiques, économiques, sociales et énergétiques de son histoire, est-il approprié de déverser autant de propos à l'adresse de l'Algérie à la veille d'une visite imminente du président Tebboune à Paris? Quelle analyse Alors, de ce... premièrement, il faut en fait comprendre qu'il s'agit d'un diplomate. Et dans le langage diplomatique, il y a des formulations assez, disons, politiquement correctes. Monsieur Xavier Driancourt a fait fi de tout cela et il a publié en fait un article qui est donc en fait un brûlot que je considère comme une déclaration de guerre à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a ramassé tous les poncifs, tous les stéréotypes qui existent, que les politiciens français mettent sur l'Algérie, et sans avoir d'arguments. Si vous regardez l'article de Xavier Driancourt, il n'y a aucun argument, il n'y a que des préjugés sur une situation qu'il juge néfaste pour son pays. Ces propos sont virulents, ces propos sont inusités pour un diplomate, et c'est pour cela que j'ai tenu à lui répondre avec des faits, parce que Monsieur Driancourt doit comprendre que lorsqu'on attaque de cette façon un pays, on doit à la limite argumenter notre propos. Autre chose, ce qui attire l'attention dans cet article de Driancourt, qui est une charge à charge contre l'Algérie, c'est le timing. En fait, il vient au milieu d'un vacarme assourdissant de médias français et internationaux contre l'Algérie. En fait, l'excuse, ce serait la fermeture d'un média qui s'appelle Radio M. Et j'ai montré, il y a de cela plusieurs mois, que Radio M est un média qui existe en Algérie, qui travaille en Algérie, qui est financé par le CFI, qui est un organisme, Canal France International, qui est un organisme financé par le ministère des Affaires étrangères françaises, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Dans son article, Xavier Driancourt prétend que c'est une fausse information, alors que lui, en 2014, dans date du financement de Radio M, travaillait au Quai d'Orsay. Donc, il doit être au courant que ce média a été financé. Autre chose, actuellement, l'ambassadeur qui était en poste en 2014 est actuellement directeur de la DGSE française, peut l'informer de comment l'argent a été utilisé par Radio M, parce que l'ambassade de France a participé justement à ce financement. Et ce n'est pas à moi de lui dire, parce que dans mon article,
concernant le financement de Radio M, j'ai donné des documents, j'ai montré des documents, j'ai donné des preuves et des déclarations de personnes qui travaillaient de ce temps-là à Radio M, qui prouvent que le financement existe bel et bien. Alors, cette déclaration, à mon avis, une déclaration, comme j'ai dit tout à l'heure, une déclaration très explosive, une déclaration de guerre contre l'Algérie, vient à un moment où il existe une très grande campagne de dénigrement de l'Algérie. Mais ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle une guerre de quatrième génération, c'est-à-dire une guerre de l'information. En fait, on trouve un prétexte qui est la fermeture d'un média, lequel on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Par exemple, moi, j'ai bien dit que je n'étais pas d'accord, je n'approuvais pas l'emprisonnement des journalistes dans le cadre de leur fonction, de l'exercice de leur fonction. Maintenant, si un État décide la fermeture d'un média parce qu'il a reçu du financement étranger, ce n'est pas nouveau. La plupart des pays occidentaux le font. Et cette interdiction existe dans les textes de loi. Les textes de loi stipulent que tout média, tout journal, tout média ne doit pas recevoir de financement étranger. Alors, donc, à mon avis, toute cette campagne médiatique anti-algérienne s'est engouffré dans une brèche qui concerne cette fermeture de ce média et l'emprisonnement de son directeur. Autre chose, un diplomate qui a en fait occupé le poste d'ambassadeur à 2 reprises en Algérie ne se permettrait pas d'écrire de tels propos dans un journal très lu sans l'aval de commanditaires, qui est probablement au niveau de la France profonde, qui est très belliqueuse à l'égard de l'Algérie. D'accord. Donc, juste pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que M. Driancourt a même dit que l'Algérie, entre guillemets, il le met entre guillemets l'Algérie nouvelle que le président Tebboune a essayé de promouvoir depuis qu'il est élu, est en train de s'effondrer, et non seulement elle est en train de s'effondrer, il est fort probable qu'elle entraîne la France dans sa chute. C'est un peu un propos qu'on ne comprend pas comment cela peut-il arriver. Et comme vous l'avez dit, le timing est très important parce que l'Algérie revient sur la scène internationale, en particulier sur le plan économique avec l'énergie et le gaz. Elle a une politique d'adhésion aux BRICS et c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette idée-là de venir dire que que l'Algérie pourrait entraîner un pays occidental dans la chute juste par le risque euh, qu'il n'est pas encore réel de migratoire, alors que le média que vous citez, effectivement, nous avons consulté vos articles, il y a des éléments probants. Et nous ne sommes pas là pour faire le travail de la justice, et nous sommes contre l'emprisonnement des journalistes dans l'exercice de leur fonction. Mais le problème, c'est que tout ce vacarme-là, dans le contexte qui est un peu changeant, euh, c'est quand même bizarre d'un diplomate de haut niveau comme lui, et qui non seulement a été ambassadeur, mais était aussi un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, de tenir un tel discours. En effet, c'est assez bizarre. En fait, si M. Driancourt pense que la chute de l'Algérie, bon,
faudrait d'abord s'entendre ce que ça veut dire la chute de l'Algérie, entraîne la France, c'est que la France n'est pas solide. La France est un pays du G7 et elle n'a pas besoin, en fait, de l'Algérie ou d'un autre pays pour sombrer. Ce que j'ai dit dans mon article, c'est qu'avec des diplomates de sa trempe, la France va tomber toute seule parce qu'un diplomate est tenu au droit de réserve durant toute sa vie. Et ne pas envenimer les relations entre son pays et le pays où il était ambassadeur. Ça, c'est contre toute logique diplomatique. Et le langage de M. Driancourt était un langage totalement anti-diplomatique. Qu'il soit sorti à ce moment-là pour dire de telles bêtises, parce que je juge que ce sont des bêtises, c'est que, comme je le disais, le prétexte est Radio 1, mais en fait, l'Algérie a toujours été visée par des attaques, comme on voit maintenant. Durant le Hirak, c'était la même chose. C'est-à-dire que on utilise de l'information pour attaquer le pays en fait en recrutant des soi-disant personnalités pour dire des choses qui sont peu crédibles. L'Algérie a des problèmes, c'est sûr, comme tous les pays du monde. Nous ne sommes pas une puissance de premier plan, mais nous avons quelque chose de très important, c'est que nous tenons à notre pays, nous tenons à notre souveraineté et nous tenons à notre politique qui est extrêmement claire et nette. Et ça dérange beaucoup de pays dans le monde. Le fait que nous ne soyons pas alignés, le fait que nous voulons rejoindre le BRICS, le fait que nous avons des positions contre Israël très très fermes et uniques dans tout le monde arabe, le fait que nous tenons à l'indépendance du Sahara occidental. Je rappelle que la France est une des forces qui appuie le Maroc contre l'Algérie. Tout cela fait de nous une cible de ces attaques-là. De nombreux pays veulent nous voir comme la Libye ou la Syrie ou le Yémen. De nombreux pays travaillent à déstabiliser notre pays. Et je ne le dis pas comme ça, mais quand on voit cet acharnement avec des propos belliqueux qui n'ont aucun fondement, parce que moi j'aurais compris que M. Driancourt puisse nous faire un cours d'économie ou de sociologie ou quelque chose avec des chiffres, avec des graphiques, avec des trucs. Et ça aurait été intéressant de voir ça. Mais il n'y a que sa parole, il n'y a que ses propos, il n'y a que ses cauchemars, parce que l'Algérie doit lui faire des cauchemars, pour en parler de cette façon. Donc, comme je le disais, les richesses de l'Algérie, sa position géostratégique, ses positions politiques en font une cible et nous devons toujours, en tant qu'Algériens amoureux de ce pays, nous tenir prêts à répondre à ce genre de provocation. D'accord. Une autre chose, Monsieur Ben Saada, c'est en fait un peu l'ambivalence dans ce discours qui attire un peu notre attention. C'est que Monsieur Driancourt, il fait tout un bruit ou il fait une dissertation sur la question de la fermeture de Radio M, mais il ne dit pas mot, il souffle pas mot sur la fermeture de Sputnik, par exemple, ou la fermeture de RT en France, juste parce que c'est un média c'est des médias qui appartiennent à un pays qui ne sont pas avec lesquels la France n'entretient pas de relations soi-disant amicales. Et autre chose, dire que c'est l'Algérie qui va entraîner la chute de la France. Avant de dire ça, c'est-à-dire qu'on aurait aimé aussi entendre, comme vous venez de le notifier à juste titre, entendre un mot sur la situation économique en France.
C'est quand même pas l'Algérie qui a provoqué l'endettement abyssal de la France. C'est pas l'Algérie qui a provoqué la fermeture de centaines milliers d'entreprises en 2022 et mis des millions de gens au chômage. Et ce n'est pas encore l'Algérie qui a euh, créé la pauvreté dont sombre environ 10 millions, plus de 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, pourquoi c'est-à-dire braquer ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce qui pourrait motiver un tel propos? Alors, en fait, M. Driancourt ne fait que redire ce que les médias français disent depuis le début en fait, du conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est en fait de cacher la vérité, de cacher la vérité. Mais les peuples ne sont plus dupes. Nous sommes à l'ère des médias sociaux, de l'information, etc. Il est clair que le discours de dire moi je suis contre la fermeture de Radio M, alors que je dis bien que Radio M, j'affirme que Radio M a été financée par l'étranger, et de ne rien dire sur la fermeture, ou alors même plus encore, d'approuver la fermeture de Sputnik et de Russia Today en France, et de ne rien dire sur l'emprisonnement de Julian Assange, Oui. de dire quelques mots sur le meurtre de Shirin Abu Akleh par l'armée sioniste. Pourquoi ne pas avoir fait, regardez bien, il y a un journaliste qui est en prison, il y a un média qui est fermé, il y a tout un tollé. En Israël, on tue délibérément une journaliste, puis il y a à peine quelques petites voix qui se lèvent. Est-ce qu'il y a eu un tollé? Est-ce qu'il y a eu une guerre médiatique contre Israël? Jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont levés pour dire Russia Today et Sputnik sont des médias et ils ont le droit à la parole? C'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est de dire une idée et son inverse et son contraire. Ce que moi je reproche à Radio M, c'est qu'au-delà du fait qu'elle soit financée par des puissances étrangères, c'est que l'utilisation de Radio M a été partiale. À Radio M, on n'invitait que les gens qui pensaient de la même façon que le directeur et toute la clique qui tournait autour du directeur de Radio M. Si vous avez une idée contraire, on ne vous invite pas. Je n'ai jamais été invité. Pourquoi? J'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles sur le Hirak. J'ai écrit un livre sur le Hirak qui a fait le buzz. Je n'ai jamais été invité. J'ai même été ridiculisé en ligne. Et ces gens-là nous disent que ce sont eux les porte-étendards de la liberté d'expression, de la démocratie. Radio M n'a invité que ce que j'ai appelé les ténors du Hirak, ceux qui demandaient à ce qu'il y ait une phase de transition. C'est un point de vue qu'on peut débattre. Mais pourquoi ne pas avoir invité des gens comme moi qui ne sont pas pour cette option, qui sont pour l'option beaucoup plus sécuritaire qui a été suivie? Pourquoi ne pas donner la chance à d'autres personnes d'expliquer un autre point de vue? Et c'est ces gens-là que Driancourt nous dit que ce sont eux le dernier carré de la liberté d'expression. Concernant votre question sur l'économie, c'est vrai, M. Driancourt devrait se poser une question fondamentale. Pourquoi
la politique française à l'égard de la Russie et son positionnement unilatéral avec l'Ukraine a provoqué autant de désastres dans l'économie française. Toutes les sanctions qui ont été prises unilatéralement contre la Russie en suivant les injonctions et le diktat de leurs amis américains ont provoqué ce qu'on voit actuellement en Europe. Donc, d'abord qu'il fasse le ménage chez lui, que les politiciens français fassent le ménage chez eux, tout d'abord, avant de parler de l'Algérie et d'une probable chute. Il y a quelque chose d'assez occupez-vous de vos problèmes. Occupez-vous de vos problèmes, laissez l'Algérie sortir. On n'est pas sorti, on a eu une décennie noire, nous avons eu une clique mafieuse qui a dirigé le pays, nous essayons de sortir le coup de tout cela, nous essayons de bâtir un pays, nous faisons des erreurs, nous ne sommes pas parfaits, mais laissez-nous vivre, laissez-nous faire ce qu'on veut. Vous voyez, il n'y a pas, j'ai cité dans mon, pas cet article-là, mais l'avant-dernier article, j'ai cité tous les médias français sans exception, que ce soit RFI, que ce soit TV5, que ce soit France 24, tous sans exception, tombent sur l'Algérie sous le prétexte de la fermeture de Radio M. Tous sans exception. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une seule voix discordante dans le pays des Lumières, de dire non, mais peut-être qu'il y a une autre explication à cela. Non, tous les médias sont contre l'Algérie, tous les médias sans exception. Et Driancourt se met un diplomate, une personne qui est censée avoir un langage mesuré. Il se met de la partie. D'accord. Une dernière question pour cette première partie de notre entretien, professeur Ben Saada. J'aimerais faire appel à votre savoir de spécialiste en guerre de 4e génération et des révolutions colorées. Et vous demander de partager avec nos auditeurs votre analyse sur ce discours. Est-ce que vous voyez dans le discours qui a été tenu par M. Driancourt des signes de ce genre de tentative et qui rentre un peu dans ce que les ONG qui font de la promotion, entre guillemets, de la démocratie, notamment celle américaine et britannique. Alors, une guerre de 4e génération, c'est une guerre qui se base sur l'information. En fait, une guerre de 4e génération cherche à contrôler l'opinion publique d'un pays avec des informations fake ou biaisées, où on ne vous donne pas toute l'information, ou ce qu'on appelle le mensonge par omission. Okay. Et donc, c'est à nous de voir, de mettre le doigt sur ça. En ce qui concerne le discours de Driancourt, qui n'est pas nouveau, hein, on a déjà vu ce genre de discours, et il a fait juste répéter, il a utilisé, en fait, c'est un porte-nom, il a utilisé son nom comme ambassadeur en Algérie, qui connaît bien l'Algérie alors qu'il ne la connaît pas. Mais alors, avec cet article, il prouve qu'il ne connaît pas l'Algérie. Vraiment, il prouve qu'il ne connaît pas l'Algérie. Je vais vous dire ce que disent les spécialistes en ce qui concerne les guerres de 4e génération. Je vais vous lire un paragraphe. Alors, on dit que la guerre de 4e génération, ça exploite les vulnérabilités politiques, militaires, économiques, sociales et psychologiques d'une puissance ennemie en développant et soutenant des forces de résistance pour qu'elles accomplissent des objectifs stratégiques désirés et planifiés. Et les forces de résistance sont les ONG, la diaspora et l'intellectuel médiatique. C'est-à-dire qu'on va chercher des intellectuels médiatiques, mais on va leur faire dire un discours qui est négatif par rapport au pays. Donc, exploiter les vulnérabilités politiques, militaires, sociales, économiques et psychologiques d'une puissance ennemie, c'est exactement ce qu'a fait
ce qu'a fait M. Driancourt dans son papier. En développant et soutenant des forces de résistance. Les forces de résistance, c'est les forces qui sont à l'intérieur. Les ONG, il y en a beaucoup. Moi, j'avais, dans mon livre sur les ténors autoproclamés du Hirak, j'avais parlé d'ONG comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, Rassemblement Action Jeunesse, la Rage, le CFDA, et beaucoup d'ONG qui recevaient des financements de la National Endowment for Democracy, par exemple, et qui étaient en première ligne dans le Hirak et qui poussaient à une confrontation, qui poussait justement à ce que j'ai appelé tout à l'heure la phase de transition. Alors que tous ceux qui voulaient avoir un changement basé sur la Constitution, une voie constitutionnelle, étaient mis de l'écart. Donc, en utilisant les forces de résistance, donc soit les ONG, soit la diaspora, on a vu on instrumentalise la diaspora, et l'intellectuel médiatique, c'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui ont une certaine poids médiatique et qui sont intellectuels, et on va les utiliser. Donc, c'est exactement ce que fait M. Driancourt. Il a attaqué des vulnérabilités sociales, économiques et psychologiques, et il a parlé de la fermeture d'un média que lui-même ou son pays finance. Donc, nous sommes exactement dans une guerre de quatrième génération, une guerre médiatique, avec une puissance de feu absolument étonnante. C'est comparable à ce que j'ai vu, à ce qui s'est fait contre la Russie, par exemple, où tous les médias occidentaux, de ce qu'on appelle l'Occident, ont essayé de diaboliser, et on continue toujours à diaboliser la Russie. On ne va pas au fond du questionnement du pourquoi de la chose, et ça, on en a parlé, c'est pas le moment, c'est pas le lieu d'en parler actuellement, mais il faut écouter l'autre. Dans ce qu'on appelle la liberté d'expression, il y a toujours des opinions et l'opinion inverse, et nous devons faire la part des choses par rapport à cela. Et le citoyen doit être capable de discriminer entre les différentes opinions. Et c'est ça que moi je reproche à cet Occident, et ce que je reproche à Radio M, qui, en fait, il est là pour reproduire le schéma de cet Occident arrogant qui pense que quand lui dit quelque chose, ben, c'est comme ça que ça marche. Eh bien non, les choses ont changé. Ça ne marchera plus comme ça. Dorénavant, ça ne marchera plus comme ça. Vous avez vos ONG, vous avez Human Rights Watch, vous avez, comment ça s'appelle, la Ligue internationale des droits de l'homme, vous avez Amnesty International, vous avez Reporters sans frontières, qui est une organisation otanesque. Toutes ces organisations sont otanesques. Article 19, toutes des ONG qui paraissent paraissent étant des défenseurs des droits de l'homme, mais qui ne défendent pas les droits de l'homme. Ils défendent en fait les droits de l'homme occidental. Je vous rappelle que Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars sur 10 ans par le milliardaire américain Soros, qui est fondateur de l'Open Society, et qui est, je vous rappelle aussi, que toutes ces organisations, que ce soit la NET, que ce soit l'US7, que ce soit Open Society, sont interdites en Russie depuis 2015, sont complètement interdites. Et dans beaucoup d'autres pays, comme certains pays d'Amérique du Sud, où ils ont essayé de faire du grabuge. Et dans d'autres pays comme l'Inde, comme la Chine, ils sont extrêmement contrôlés. Même s'ils travaillent, ils sont très, très contrôlés. Alors que moi, j'avais demandé qu'en Algérie, toutes les ONG étrangères soient contrôlées, que leur financement soit contrôlé, que leur action soit contrôlée, que leur rôle dans la société, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que font ces ONG et pourquoi ils le font. On ne donne pas de l'argent comme ça à des gens. C'est pas normal. Il y a la philanthropie, c'est dans les livres que ça existe. D'accord. Depuis le 24 février 2022, beaucoup de choses ont changé dans le sillage de l'opération russe, spéciale russe, en Ukraine.
Et il y a beaucoup de pays, notamment arabes, en particulier dans les pays du Golfe, mais il y a aussi actuellement la Turquie, qui ont commencé à prendre leur distance par rapport au bloc occidental et plier définitivement la page des frères musulmans qui ont été utilisés dans les révolutions de couleur qu'on appelle à bon escient ou à mauvais escient le printemps arabe. Alors, actuellement, avec les changements qui se sont opérés, il y a des spécialistes qui pensent qu'il y a des signes qui commencent à apparaître euh, et qui sont des signes avant-coureurs qu'il est fort possible qu'une autre opération 2.0 de printemps arabe mais est en préparation, mais en Afrique. Alors, ma question, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Et puis, en tant que spécialiste des révolutions de couleur, comment peut-on justement identifier ces signes, les analyser, les comprendre et comment peut-on aussi faire en sorte que les pays africains et les sociétés africaines fassent face à cette tentative? Alors, ce que vous dites est fort juste. En fait, depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Occident a montré en fait son vrai visage. Il se cachait derrière les droits de l'homme, la démocratie, etc. Et s'est rendu compte en fait que ce qu'on appelle Occident, c'est-à-dire des pays qui sont inféodés à l'OTAN, ne cherchent que ses intérêts. Les intérêts des autres pays passent après. Et nous avons vu de manière, je dirais, pédagogique, ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures en ce qui concerne la liberté d'expression, le deux poids, deux mesures en ce qui concerne l'accès aux ressources énergétiques, par exemple, le deux poids, deux mesures en ce qui concerne la démocratie, La le deux poids nourriture aussi. sur la nourriture, Beaucoup de etc. bateaux ont été envoyés de Russie et d'Ukraine et qui ont été détournés. Exactement, comme vous vous rappelez qu'on détournait des masques aussi sur les tarmacs de certains. Absolument. Donc, il y a ce conflit malheureux parce qu'il y a des gens qui meurent, etc. On aurait aimé que le problème se règle sans la mort de personne parce que personne ne peut être pour les guerres, à moins que ce soit une guerre comme la nôtre, une guerre de libération. Mais disons que ce conflit a permis justement de montrer le vrai visage de cet Occident arrogant, de cet Occident avec une histoire extrêmement noire et qui se drape dans toutes les idées progressistes, mais en fait qui sont utilisées à mauvais escient. Et donc, nous avons vu que quand il y a eu le premier vote contre l'invasion le conflit entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux pays se sont abstenus et ça avait provoqué un séisme parce que c'est, à mon avis, la première fois que Absolument. l'Occident se retrouve tout nu. Parce qu'avant, c'était les idées des Occidentaux passaient en premier et il y avait beaucoup, beaucoup de suiveux de peur d'avoir à payer les pots cassés par la suite. Donc, ces votes à l'ONU ont montré que l'Occident est bien esseulé actuellement et que, en fait, les peuples ne veulent plus suivre cet Occident belliqueux, cet Occident qui ne provoque que des guerres, cet Occident qui a causé énormément de choses négatives dans l'humanité depuis des siècles et que les gens veulent vivre selon leur mode de vie à eux et non pas celui qui est imposé par cet Occident
colonisateur qui était colonisateur et qu'il est toujours, parce qu'actuellement, nous sommes dans une néocolonisation. Donc, ce changement de paradigme au niveau international, géopolitique international, ne laisse pas indifférent cet Occident. Et ce qu'on voit actuellement contre l'Algérie, dont on parlait tout à l'heure, cette guerre absolument absurde, guerre médiatique absurde contre l'Algérie, n'est qu'un élément de cette volonté de déstabiliser les pays pour pouvoir mieux les domestiquer, entre guillemets, et placer des gens à leur solde pour bien profiter des richesses de ces pays. Et comme nous le savons, l'Afrique est un grand réservoir de matières premières et c'est un grand réservoir de main-d'œuvre. Et donc, c'est clair que l'Occident ne va pas rester les bras croisés. Et comme on ne peut pas faire de guerre directe, à moins que dans quelques exceptions qu'il y a eu récemment, on préfère faire des guerres sous couvert de droits de l'homme, sous couvert de démocratie, etc., qu'on appelle les révolutions colorées, et des guerres, ce qu'on a appelé des guerres de quatrième génération, parce que les guerres de quatrième génération et les révolutions colorées ne sont pas coûteuses en termes d'argent et ne sont pas très coûteuses en termes de vie humaine. Donc, on essaye d'utiliser ça. Et moi, je prédis que dans les prochaines années, plus l'Occident va se sentir acculé vers ce qu'il devrait être, parce que pendant trop longtemps, l'Occident a mené la vie dure à tous les pays du monde et s'est placé comme étant un modèle à suivre. On se rend compte maintenant, tous les pays se rendent compte que ce ne sont pas des modèles, que ce sont des modèles factices, des modèles fallacieux qui nous prônent des choses qu'ils n'appliquent même pas chez eux. Et donc, il faut s'attendre à ce que des pays soient déstabilisés avec ces méthodes qui sont tirées de ce qu'on appelle la lutte non violente, c'est-à-dire de faire des regime change en utilisant la non-violence, comme on a vu, je rappelle historiquement, cette méthode a été utilisée contre les pays de l'ex-URSS. En fait, c'était après la chute du mur de Berlin et du démantèlement de l'URSS. Les pays qui étaient dans l'ex-URSS avaient des relations avec la Russie. Donc, l'Occident, et en particulier les États-Unis, ont essayé d'enlever ces pays du giron russe et en fomentant ce qu'on appelle des révolutions colorées. Nous avons vu ça avec la révolution colorée en Serbie en 2000, en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004, au Kyrgyzstan en 2005. Donc, ça a été les premières révolutions colorées qui ont été, mais alors massivement financées par les organismes d'exportation de la démocratie américaine, tels que la Freedom House, la NED, National Endowment for Democracy, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'USAID, l'Open Society de Soros, etc., etc., etc. Et donc, actuellement, il est indéniable, personne ne peut nier que ces changements de régime ont été menés grâce justement à l'implication des États-Unis, mais pas que, parce que les autres pays occidentaux ont participé d'une manière ou d'une autre, mais sauf que l'implication américaine, vu son poids économique, était très grand. Et puis, les États-Unis possèdent un arsenal d'ONG qui sont spécialement dédiés à ce genre de choses, c'est-à-dire la déstabilisation des pays et les régimes change. Donc, j'ai montré dans mon livre Arabesque, américaine puis Arabesque, le premier est sorti en 2011, l'autre en 2015-2016, que, en fait, les révolutions, ce qu'on appelle le printemps arabe, n'est qu'un continuum
des révolutions colorées, mais à la sauce arabe. C'est-à-dire que les mêmes méthodes ont été utilisées, c'est-à-dire la formation de cyberactivistes bien avant le printemps arabe, le financement d'ONG autochtones, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, et en fait, la formation à ce qu'on appelle la démocratisation made in USA. C'est une démocratisation, mais vue et pour les intérêts des États-Unis. Et nous avons… alors, quand j'ai écrit mes livres sur le sujet, j'ai reçu, bien sûr, énormément de critiques et j'en passe, et d'insultes, etc., parce que les gens pensaient qu'il y allait avoir une réelle démocratisation, et je les comprends, mais on ne peut pas faire de démocratisation dans un pays avec l'appui de puissances étrangères. La seule façon de faire une démocratie dans le pays, c'est de la faire de manière intrinsèque, c'est-à-dire entre les membres de la communauté, les membres du peuple, entre les mêmes concitoyens, sans suivre les agendas étrangers. Et le résultat est que dans tous les pays, sans exception, où il y a eu ce fameux printemps, entre guillemets, arabe, la situation est désastreuse. Même en Tunisie, qui a été très longtemps présenté comme étant un modèle, on voit ce qui se passe actuellement. Donc, il y a une dégradation de la vie sociale, politique, économique, etc. Et en Égypte, on n'en parle pas. Alors, les exemples les plus flagrants, c'est la Syrie qui a été complètement détruite, la Libye qui a périclité, le Yémen qui est encore embourbé dans des guerres fratricides, etc. Donc, nous voyons en fait, et l'Irak, qui était, George Bush avait dit ça, que la démocratie allait être semée en Irak et de là dans tous les pays arabes. C'est ridicule. La démocratie ne se distribue pas avec des bombes. La démocratie doit être construite de l'intérieur avec les propres fils et filles du peuple en question. Les gens qui vous donnent de l'argent pour faire de la démocratie, vous devez vous en méfier. On ne donne pas d'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne reçoit pas de l'argent pour nos beaux yeux. Celui qui donne, celui qui paye l'orchestre, c'est lui qui choisit la musique. Il faut le comprendre, tout ça. Donc, moi, je m'attends à ce que, pour justement garder le monopole géopolitique sur certaines régions du monde, que ce soit en Afrique, qui était historiquement le garde-chasse, plutôt la chasse gardée de la France, ou de l'Amérique du Sud, chasse gardée des États-Unis, qu'il y ait justement ce genre de manipulation au sein même des pays pour les déstabiliser et pour les rendre toujours sous domination étrangère. Et ça passe bien. Moi, j'explique aux gens, par exemple, je leur dis, les révolutions colorées, c'est financé par telle ou telle organisation a reçu de l'argent, mais les gens ne comprennent pas. C'est une méthode tellement efficace que vous pouvez la répéter à maintes reprises sans que les gens ne se rendent compte. Oui, mais je crois que aussi parce que il y a aussi le financement, la question de le financement, mais il y a aussi l'instrumentalisation des faiblesses des pays politiques et tout. Exactement. Et justement, comment se prémunir, quel rôle les élites ont justement dans ce travail, en particulier les partis politiques, parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas un projet fédérateur à l'intérieur d'un pays, et que la politique se résume uniquement à des chamailleries entre le pouvoir et le contre-pouvoir, sans projet pour le futur, sans projet qui peut galvaniser les choses, justement, on ouvre la porte
à ce genre de Non, manipulation. je suis parfaitement d'accord avec vous. Les révolutions colorées ne peuvent pas se passer dans des pays où il y a la stabilité politique, où il y a la richesse, etc. On va instrumentaliser justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on instrumentalise, et je vous l'ai dit, on instrumentalise les vulnérabilités politiques, militaires, sociales, économiques et psychologiques d'un pays. On les instrumentalise. Donc, ce qu'il faudrait faire, comme vous le précisez très bien, c'est qu'il y ait justement une vie démocratique dans les pays en question, qu'il y ait une réelle opposition, qu'on donne la chance à des partis de se former, de leur donner la parole et de contrôler de manière ferme toute ingérence de l'étranger, que ce soit des ONG, que ce soit le financement des radios, des télés, etc., de les contrôler, peut-être pas les interdire, mais de contrôler ce qu'ils font. Au minimum. Et vous verrez que quand on les contrôlera, et quand le contrôle sera fait, ces organismes qui donnent de l'argent vont disparaître d'eux-mêmes parce que le contrôle, justement, nuit à leur mission de déstabilisation. Et on vient toujours, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'être humain a tendance à croire aux bonnes, aux bonnes valeurs, liberté d'expression, droit, démocratie, égalité des chances. Tout le monde croit à ça. Tout le monde. Ce sont des vertus qui ne peuvent pas être niées, qui ne peuvent pas être jetées. Sauf que nous nous rendons compte que l'instrumentalisation de ces valeurs fait du mal, fait du mal. C'est ce qu'on appelle justement les organisations de droits de l'hommistes, en fait, qui utilisent les droits de l'homme à géométrie variable, parce qu'ils n'utilisent pas pour tout. On en a parlé tout à l'heure, dans certains cas, on n'utilise pas les droits de l'homme. Mais dans d'autres, on va les utiliser. Et comme j'ai l'habitude de dire, la vertu, c'est comme les dents. Plus c'est blanc et plus c'est faux. D'accord. Bon, alors nous allons clore cette partie consacrée aux révolutions colorées et à la tribune signée par l'ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt, et j'aimerais bien enchaîner sur le contenu de l'entretien que le président français Emmanuel Macron a donné au journal Le Point avec le journaliste d'origine algérienne Kamel Daoud. Donc, le président français qui a invité, comme beaucoup de gens le savent, son homologue algérien à se rendre en France en 2023, dit, je le cite, « Je n'ai pas à demander pardon ». Ça concerne le dossier de la mémoire, Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet. Le mot romprait tous les liens. Le pire serait de conclure on s'excuse et chacun reprend son chemin. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Et d'ajouter, le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte, mais c'est bien au contraire soutenir que dedans, il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable, peut-être, et l'impardonnable. Alors, première question par rapport à ça, êtes-vous d'accord avec ces arguments pour dire que tout simplement, ce n'est pas nécessaire de demander pardon, pardon? Moi, je ne comprends pas, M. Macron, mais qui lui a demandé de dire pardon? Je veux dire, c'est qui lui a dit de demander pardon? L'Algérie ne cherche pas de pardon. L'Algérie cherche à ce que la vérité soit faite et soit dite sur un régime affreux, sur une politique inhumaine qui est la colonisation. Et qu'on ne commence pas à nous dire que la colonisation a été bénéfique pour les peuples. La colonisation, l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans
Les Algériens ont vécu les affres de la colonisation. Et ça prendrait des émissions complètes pour parler de ce que les Algériens ont vécu. Et d'autres peuples aussi. Mais entre l'Algérie et la France, il y a 132 ans d'exaction. 132 ans d'exaction. Et ce n'est pas quelques mots bien choisis, d'ailleurs avec un style beaucoup plus diplomatique que celui de Xavier Driancourt, ça je le reconnais, beaucoup plus diplomatique. Mais le fond du sujet n'est pas là. Le fond du sujet, c'est de reconnaître qu'il y a eu des exactions de l'armée française, des viols, des enfumades, on a tué des gens puis on leur a coupé les oreilles, on a planté des têtes, les têtes que vous avez dans le musée de l'homme à Paris, ce sont des têtes qui ont été plantées, coupées et plantées dans les souks algériens pendant l'invasion de l'Algérie au 19e siècle. Et les vraies choses, c'est remettre les archives à l'Algérie, remettre une copie des archives à l'Algérie. Pourquoi les Français gardent des têtes? Incroyable. Je ne comprends pas que des gens aussi qui ont descendants des Lumières gardent des têtes des têtes humaines dans un musée. Remettez les têtes, on n'a pas besoin de garder des têtes dans des boîtes de carton, dans un musée. Un musée ne sert pas à garder des têtes de combattants. Donc, c'est tout ce discours mielleux, okay? Ce discours politico-politicien de Macron, qui une fois parle de la rente mémoriale, une autre fois il dit « Ah, peut-être que je suis un petit peu allé trop loin, mais là, j'ai peut-être fait une petite bourde. » Non! Pendant la campagne électorale, il a déclaré que la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais après, il a dit non. Il a dit l'Algérie, depuis quand existe l'Algérie? C'est la France qui a créé l'Algérie. Et puis les politiciens algériens instrumentalisent la rente mémorielle. Il a dit. Et après, il vient avec un discours. Donc, il souffle le chaud et le froid comme en fonction des situations politiques dans son pays. En fait, c'est ce qu'il fait. Okay? Et ce qu'il faut se demander aussi par rapport à cette interview, c'est le timing. Pourquoi maintenant, alors que nous avons dit que l'Algérie subit actuellement une guerre de 4e génération? Et pourquoi avec Kamel Daoud? Pourquoi avec ce monsieur en particulier? Kamel Daoud, j'ai écrit un livre sur lui en 2016 où j'ai montré que tout son discours était pro-colonial. J'ai même dit que Kamel Daoud est d'après en fait une grille de lecture d'un grand sociologue tunisien qui s'appelle Albert Memmi, que la grille de lecture, la grille de définition du néocolonisé de Albert Memmi s'appliquait très bien à M. Daoud. Et c'est en analysant ses discours par rapport à la colonisation, par rapport à la langue arabe, par rapport à l'islam, par rapport à toutes les choses pour lesquelles il pense avoir une idée bien précise. Et ce qui m'a dérangé dans cette interview, c'est le passage suivant. Je vais vous le lire. C'est Kamel Daoud qui pose la question. Du côté algérien, la demande d'excuses sert à valider un récit uniforme, sans travail sur soi. On pense que si la France s'excuse, cela valide le récit national algérien dans sa totalité artificielle. Cela nous dispensera de la reconnaissance de l'histoire dans sa complexité, ces milliers de morts entre Algériens durant cette période. La demande d'excuses à la France sert parfois à dérober à la vérité et à arbitrer faussement l'histoire. En France, comment est perçue cette demande formulée tardivement en Algérie? Mais je rêve. Ce n'est pas une question, il est en train d'affirmer des choses. Kamel Daoud est en train d'affirmer des choses que, en fait, la demande d'excuses serait exploitée par les Algériens. Mais il n'y a pas eu d'excuses. Il n'y a pas eu, Macron ne s'est pas excusé. Mais
Mais pourquoi il répond à la place de Macron? Moi, si on ne m'avait pas dit que c'était Kamel Daoud qui a écrit ça, parce que c'est en gras qui a posé la question, j'aurais pensé que c'est la réponse, ça aurait pu être la réponse de Macron. Mais regardez ce que Macron répond. Vous pouvez le dire ainsi, mais pas moi. Voyons donc. Ça veut dire que, en fait, Macron met ses propres mots dans la bouche de Kamel Daoud parce que ça Justement, passe. C'est ce qu'on appelle un alibi ethnique. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que des soi-disant Algériens, Arabes, musulmans peuvent dire et ne pas être traités de racistes ou d'autres choses ou de néocolonialistes, mais pas un Français. C'est assez bizarre. justement, je voulais finir sur ce que vous venez de dire, et ça tombe bien parce que vous me donnez la main pour la question. Donc, quand on parle de commerce mémoriel et de la nécessité d'apaiser les relations entre les deux pays, justement, c'est par rapport à ce que vous venez de dire à la question de M. Daoud et à la réponse de Macron, la question mémorielle, avant d'arriver au travail des historiens pour ce qui s'est passé, mais c'est-à-dire que le legs du colonialisme est encore vivant. On prend par exemple tous les sites où il y a eu des essais nucléaires atmosphériques et qui sont à ce jour contaminés et qui provoquent des cancers dans les populations. Alors qu'à ce jour, la France refuse de remettre les cartes aux Algériens pour qu'ils sachent justement où ont eu lieu ces essais nucléaires. Et il n'y a aucun travail pour qu'il y ait une aide française ou même internationale avec l'intermission de la France pour décontaminer les sols, ces immenses sols qui sont à nos jours contaminés par des déchets radioactifs qui ont des durées de vie de millions d'années. À part ça, il y a aussi les bombes antipersonnelles qui ont été implantées à la ligne Maurice-Échal, des deux côtés des frontières à la Tunisie et au Maroc, et qui continuent à tuer. Bon, l'armée algérienne, elle a fait beaucoup de choses pour déminer les terrains, mais tant que les Algériens n'ont pas eu les cartes où ont été plantées ces mines antipersonnelles, je crois qu'ils ont raison de dire que ils sont pas sûrs que vraiment ces sols sont sécurisés. Et en plus de ça, vous avez la question des archives, c'est que ce n'est pas uniquement l'archive de la colonisation, il y a même l'archive de la période ottomane qui a été pris d'Algérie en France et aussi la restitution des crânes et tout. Mais déjà, rien que les déchets nucléaires et les bombes antipersonnelles, mais dans l'esprit et dans la réalité de l'Algérie, le colonialisme est toujours vivant. Ce n'est pas fini. 60 ans après l'indépendance, nous avons encore des ambassadeurs qui écrivent des diatribes aussi enflammées contre l'Algérie. Ça veut dire que la France n'a pas encore fait le deuil de l'Algérie. Et si Macron était sincère, comme tous ses prédécesseurs, ben, ne pas présenter des excuses, mais faire des actes dans le sens de la compréhension, dans le sens de la reconnaissance des malheurs vécus par nos ancêtres et nos parents. Et même aujourd'hui, avec les déchets nucléaires. Et même aujourd'hui, avec les déchets nucléaires. Et même aujourd'hui. Donc, c'est ça que je dis, c'est que tous les discours sont mielleux. Il n'y a rien qui est fait. À chaque fois, on vous donne un os. Ah, on va vous donner quelques crânes. Mais ces crânes sont des crânes d'Algériens.
Je veux dire, même si c'était des crânes de je ne sais pas, de je ne sais pas où. Vous savez, j'ai donné une conférence l'année passée sur justement cette histoire de crâne. Et il y a un officier qui était avec Napoléon, qui est mort sur le sol russe. Il a été retrouvé et il a été ramené en France avec les honneurs. Et ce sont, en fait, l'armée russe lui a présenté les honneurs pour le remettre. J'ai trouvé ça d'une grandeur d'âme. Un soldat mort pendant une bataille et qui a été remis à la France avec tous les honneurs que ça présente. Okay. Ça, la France n'a jamais fait. Elle garde des crânes dessus avec des numéros sur l'os, comme ça, là, comme si c'était un objet en plastique. Et elle ne veut pas le remettre, elle ne veut pas tout remettre. Tu remets tout. Montre de la bonne volonté. Fais quelque chose pour la décontamination. Ça, ce sont des gestes réels. Remets les archives, comme vous l'avez bien souligné, les archives qui remontent avant la colonisation. On appelle ça, et pas les remettre, mais au moins des copies de ces... C'est une confiscation, c'est-à-dire de l'histoire. Exactement, on confisque l'histoire pour raconter notre propre histoire, pour rencontrer l'histoire de celui qui a colonisé. Et à chaque fois qu'on parle d'ailleurs qu'on parle d'1,5 million de morts, et personne qui dit « Oh ben non, c'est pas 1,5 million de morts » pour raconter n'importe quoi. Il n'y a pas eu 1,5 million de morts en Algérie. Il y a eu des millions de morts qu'on n'a pas comptés depuis la conquête de 1830. Il y a eu des millions de morts, pas 1,5 million. Vous comprenez? Et ça, personne ne peut l'enlever parce que nous le vivons dans notre mémoire. La mémoire est vive. Notre mémoire est vive. Et quand on voit les représentants de l'ancien colonisateur traiter encore l'Algérie comme si c'était une province française, ça ne nous laisse pas indifférents. Ça ne nous laisse pas indifférents. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Ben Saada, pour ce dialogue et cet entretien passionnant. Et j'espère vous retrouver dans un autre entretien pour un autre sujet. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.